Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des modèles économiques. En matière d'e-business, on distingue trois grands modèles économiques. La commercialisation de l'audience, l'e-commerce et l'intermédiation. Nous allons ensemble les passer en revue. Le modèle de la commercialisation de l'audience est directement issu des modèles publicitaires utilisés par les grands médias traditionnels, comme la presse, la radio et la télévision. Dans ces médias, la commercialisation s'effectue en fonction de la quantité et de la qualité de l'audience. En quantité, on parlera du nombre de lecteurs pour un journal, du nombre d'auditeurs pour une radio ou de téléspectateurs pour une chaîne de télévision. Face à son investissement publicitaire, un annonceur a l'assurance que son message sera vu par une certaine quantité d'audience. Il achète des occasions de voir ou d'entendre un message et les tarifs se font souvent au CPM, c'est-à-dire au coût pour 1000. Naturellement, les médias mettent aussi en avant la qualité de leur audience, avec des critères comme l'âge, le sexe ou encore les catégories socio-professionnelles. Au démarrage, Internet s'est assez naturellement tourné vers ce modèle économique que beaucoup ont souhaité adopter. Dans ce modèle, plus l'audience est importante, plus le potentiel de chiffre d'affaires le sera aussi. Comme nous l'avons vu précédemment, au milieu des années 90, les usages sont surtout ceux de la messagerie et de la recherche d'informations. Les médias traditionnels, qui vivent du modèle publicitaire, ont rapidement compris qu'Internet leur permettrait d'accroître leur audience en rendant accessible une information à tout moment, sans dépendre des contraintes d'un journal, de la diffusion d'une radio ou d'une chaîne de télévision. Jusqu'à l'arrivée d'Internet, seule France Info et la chaîne de télévision LCI étaient capables de proposer l'accès à une information en continu. Conscients des potentialités offertes, quelques pionniers comme lemonde.fr et tf1.fr créèrent des rédactions de journalistes dédiés à ce nouveau média. À côté des sites d'information, des sites thématiques comme auféminin.com, Sport24 ou encore Doctissimo, plus proche de la presse féminine, furent créés par des startups. Internet émergea véritablement comme média d'information lors des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Compte tenu du décalage horaire, nous étions alors l'après-midi en France. Pour beaucoup, le seul moyen d'accès à l'information en continu au bureau fut Internet. Ce jour-là, l'audience des sites d'information explosa, au point qu'un site comme tf1.fr fut inaccessible pendant quelques heures. Les serveurs informatiques étaient tombés face aux centaines de milliers de requêtes générées par cet événement. Depuis ce jour, Internet est devenu un média d'information crédible, capable de créer des audiences importantes, restait à les commercialiser. Du côté des annonceurs et des publicitaires, l'émergence d'Internet n'est pas passée inaperçue. En 1996, en parallèle de la création des sites d'information et des sites thématiques, se crée aux États-Unis l'Internet Advertising Bureau, l'IAB. Il regroupe les acteurs de la publicité Internet et son rôle initial fut de définir des formats standards pour l'intégration des créations publicitaires sur les sites. Mais plusieurs facteurs douchèrent rapidement les espoirs sur ce nouveau marché. Tout d'abord, l'éclatement en 2000 de la bulle boursière autour d'Internet se concrétisa sur ce marché naissant par une division par 4 des investissements publicitaires. Alors même que de nombreux sites commençaient à commercialiser leur audience, la désertion des annonceurs les obligea à consentir des remises importantes et à imaginer d'autres modes de commercialisation permettant de garantir un retour sur investissement aux annonceurs, ce qu'on appelle le Return on Invest. C'est à cette époque que l'on commença à vendre les bannières publicitaires au CPC, Cost par clic ou Coût par clic. Cette commercialisation est moins avantageuse pour les sites médias puisqu'en fonction de la qualité de la création ou de la promesse du message publicitaire, le nombre de clics générés par une bannière peut varier du simple au triple. Il y a donc un risque sur la rémunération finale du site Internet. Mais le modèle de la commercialisation de l'audience doit aussi faire face à un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande. Alors que le marché publicitaire des médias traditionnels comme la presse, la radio ou la télévision sont bien définis, avec un nombre d'acteurs identifiés qui varie peu, ce n'est pas le cas d'Internet où chaque jour des milliers de nouveaux sites ou contenus se créent. Le marché de la publicité sur Internet se caractérise donc par un déséquilibre que l'on peut qualifier de structurel entre l'offre et la demande des annonceurs qui ne peut suivre une croissance identique. D'autant que, comme tout nouveau média, Internet a dû et il doit encore faire ses preuves en termes d'efficacité publicitaire. Ainsi, dans les plans médias des grands annonceurs, les investissements sur le net sont encore loin d'atteindre ceux consacrés à la télévision.
La montée en puissance de Google comme principale porte d'accès à Internet va perturber lui aussi la structuration du marché publicitaire Internet. En lançant son offre de lien texte publicitaire AdWords, en octobre 2000, Google crée un format publicitaire innovant, particulièrement efficace car lié à la fonction recherche de son moteur. En effet, le court texte surligné qui apparaît dans la colonne de droite à côté des résultats d'une recherche est directement lié à celle-ci. Le message publicitaire est donc particulièrement ciblé, non pas par rapport à une cible, mais par rapport à un besoin exprimé du consommateur. Ainsi contextualisé, le message déclenche plus naturellement le clic, c'est-à-dire la visite vers le site ayant acheté le lien. Ce format d'annonce publicitaire uniquement avec le texte ne nécessite pas des coûts techniques importants, comme celui de produire une annonce presse, un spot radio ou un spot télé. De plus, il est toujours difficile de mesurer l'impact d'une campagne dans les médias traditionnels, les outils d'analyse fournis en ligne par Google permettent, eux, aux clients de voir le nombre de clics, le nombre de visites générées et la performance de la campagne. En adoptant dès l'origine la commercialisation de ces AdWords au CPC, coût par clic, et en offrant la possibilité d'investir pour seulement quelques dizaines d'euros, Google va considérablement accroître le nombre d'annonceurs, de la grande multinationale à l'artisan au coin de la rue. Aujourd'hui, Google capte plus de 50% des investissements publicitaires sur Internet. Les différents facteurs que nous venons d'évoquer font qu'aujourd'hui, le modèle économique de la commercialisation d'audience ne peut s'envisager que si vous disposez d'un site puissant, pouvant rassembler chaque mois plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Pour des sites d'une audience plus faible, mais néanmoins très ciblée, le modèle publicitaire ne pourra s'envisager que comme un complément de revenus. Difficile de vivre uniquement des revenus publicitaires sur Internet. Passons maintenant au deuxième modèle économique, celui de l'e-commerce. Il reprend celui de la vente à distance, mais ce n'est plus un catalogue ou un document papier que le consommateur a accès à l'offre produit, mais bien par un média digital électronique comme Internet ou une application mobile. Avec l'e-commerce, plus besoin de disposer d'un local commercial pour exposer et vendre ses produits. Le magasin virtuel est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et est accessible depuis la France et partout dans le monde. En 1987, Jeff Bezos va créer Amazon, la première librairie en ligne. Mais il ne souhaite pas se limiter à la seule vente des livres. Et en s'appuyant sur une logistique très efficace, il va accroître son assortiment pour vendre aujourd'hui jusqu'à du textile. Mais si l'e-commerce permet de proposer ses produits bien au-delà de la zone de chalandise traditionnelle d'un magasin, il a aussi considérablement étendu le champ de la concurrence. Si un magasin traditionnel a pour concurrent d'autres magasins situés dans une zone géographique déterminée, sa zone de chalandise, un site d'e-commerce se retrouve de fait en concurrence avec la terre entière. Cette hyper-concurrence a été accentuée par l'arrivée de nouveaux acteurs, les comparateurs qui, comme Quelcou ou leguide.com, permettent aux consommateurs de comparer les prix et les produits. Aussi, les marges constatées dans l'e-commerce sont-elles généralement très faibles du fait du grand nombre d'acteurs aujourd'hui en place. Et pour qu'un site internet ait une chance de succès, il faut qu'il puisse proposer une offre différenciée et bien placée en prix. Nous consacrerons spécifiquement à l'e-commerce un cours entier de ce MOOC. Le troisième modèle économique est celui de l'intermédiation, c'est-à-dire la mise en relation entre des vendeurs et des acheteurs. Et nous venons de l'aborder en évoquant les comparateurs de prix. Avant l'arrivée d'Internet, c'était par le biais des petites annonces que ceux-ci se rencontraient grâce à des journaux comme Paru Vendu ou la Centrale des particuliers. En créant eBay en 1995, Pierre Omidyar va créer l'intermédiation avec les enchères. eBay, qui au départ ne concernait que les collectionneurs, va élargir à l'ensemble des particuliers son offre. En France, des sites comme Price Minister ou Le Bon Coin vont aussi se lancer avec succès, mais sans les enchères. Avec la crise, beaucoup d'internautes considèrent qu'acheter d'occasion leur permet de faire de réelles économies et de générer des revenus complémentaires. Ces sites sont en quelque sorte des vide-greniers virtuels permettant de se débarrasser d'objets ou de vêtements devenus inutiles contre quelques euros. Si le modèle économique d'eBay et de Price Minister est de prendre une commission sur la vente, Le Bon Coin a adopté pour le principe de la gratuité tout en proposant des options payantes pour mieux mettre en avant les annonces. Le Bon Coin est visité chaque mois par plus de 17 millions de visiteurs uniques. Il a réussi à avoir une telle audience qu'à côté de ses revenus tirés de l'intermédiation, il peut tirer des revenus de la publicité en vendant des espaces publicitaires à des annonceurs nationaux ou régionaux. Depuis quelques mois, ce ne sont plus uniquement des biens matériels qui s'achètent sans intermédiaire, mais aussi des services comme la location d'appartements, le covoiturage, la location de montres de luxe ou l'utilisation d'une perceuse ou d'une machine à laver.
On regroupe ces activités sous le terme de crowdsourcing, crowd signifiant en anglais la foule. Toutes ces activités se basent en effet sur le fait que l'accumulation ou la juxtaposition de propositions de particuliers finit par représenter une offre attractive permettant à des acheteurs de trouver l'offre qui les intéresse. Du français Blablacar pour le covoiturage au californien Airbnb pour la location d'appartements, ces sites connaissent un grand succès au point de remettre en cause l'intérêt de la propriété. Pourquoi posséder une voiture, une perceuse, une résidence secondaire, si l'on sait que l'on peut accéder facilement et pour pas cher, pour quelques heures ou quelques jours à ces produits. Dans son dernier livre intitulé « La nouvelle société du coût marginal zéro », Jeremy Rifkin, un essayiste et spécialiste en prospective américain, va même jusqu'à prédire une éclipse du capitalisme à l'horizon 2060. On parle de sharing economy, l'économie du partage. C'est certainement ce modèle économique qui devrait connaître la plus grande croissance dans les années à venir. Alors, si vous avez commencé à réfléchir à ce qu'Internet pourrait rapporter à votre activité, ou si vous avez le projet de lancer un projet digital, comment vos revenus seront-ils générés? Lancerez-vous une activité e-commerce? Surferez-vous sur la vague de la sharing economy? Commercialiserez-vous sous votre audience? Je vous laisse réfléchir et vous dis à demain.